Le réservoir Ziegler se trouve à 2705 mètres d'altitude, sur une crête juste à l'ouest du village de Snowmass, dans le Colorado. C'est un réservoir en activité, construit pour alimenter en eau une ville de station de ski dans les monts Elk, au sud d'Aspen. Depuis la route qui monte à côté, rien d'inhabituel n'est visible. Une petite étendue d'eau retenue par un barrage en terre, entourée de prairies alpines et de peuplements de conifères, impossible à distinguer de dizaines d'ouvrages similaires dispersés dans les hautes rocheuses. L'eau entre, l'eau sort. Le réservoir fait ce que font les réservoirs. Ce qui se trouve sous la surface de cette eau est une toute autre affaire. Entre 140 000 et 55 000 ans avant aujourd'hui, avant le barrage, avant la route, avant les remontées mécaniques et le village, avant toute l'infrastructure humaine qui définit désormais cette crête, il existait un lac naturel. Il s'était formé quand une moraine glaciaire avait bloqué le drainage d'un bassin alpin de haute altitude, piégeant l'eau dans une cuvette de terrain située à la source de Brush Creek et de Snowmass Creek en même temps. Le lac n'avait ni affluent de surface significatif, ni exutoire de surface. L'eau arrivait par la fonte des neiges et par la pluie. Elle partait par évaporation et par lente percolation. Pendant environ 85 000 ans, de fins sédiments se sont accumulés au fond du lac en couches minces et continues. Chaque année déposait sa propre bande étroite de matière organique, pollen, restes d'insectes, fragments de plantes et les os de tous les animaux qui avaient vécu autour de l'eau, puis dans l'eau. Puis le climat a basculé. La glace, qui avait autrefois endigué le bassin, s'est retirée autrement qu'elle n'avait avancé, et le lac s'est vidé. Le bassin est devenu une prairie. La prairie est devenue une cuvette de sédiments, comprimés, scellés sous un sol alpin, invisible depuis la surface. En 1958, Doug Ziegler et sa famille ont acheté la terre qui contient aujourd'hui le réservoir Ziegler. 3 ans plus tard, ils ont commandé la construction d'un petit barrage en terre en 1961 pour bloquer le drainage de la prairie et former un lac privé peu profond qui a perduré jusqu'à ce que le district de l'eau et de l'assainissement de Snowmass achète les droits d'eau en 2010. Le district de l'eau et de l'assainissement de Snowmass a acheté les droits d'eau et a passé contrat avec la société Gould Construction Incorporated pour agrandir le réservoir. L'extension exigeait de défricher et d'excaver le périmètre du bassin existant, en poussant les machines exactement dans la zone où les sédiments du lac ancien s'étaient accumulés sans perturbation pendant plus de 100 000 ans. Dans l'après-midi du 14 octobre 2010, un conducteur de bulldozer de 3e génération nommé Jesse Steele repoussait des vases lacustres dans le périmètre élargi du réservoir quand sa lame a heurté quelque chose qui n'était pas de la vase. Il s'est arrêté, est descendu et a regardé ce que la machine venait de remonter. Une série de gros os, dont un morceau de défense. Steele les a reconnus comme potentiellement significatifs et les a apportés au chef de chantier Kent Olson. Olson a emporté les os chez lui et, en utilisant des sources internet ce soir-là, les a identifiés comme appartenant à un mammouth. Le lendemain matin, Kit Emby, le directeur du district pour le district de l'eau et de l'assainissement de Snowmass, a contacté le Colorado Geological Survey, qui a contacté le Denver Museum of Nature and Science. En quelques jours, une équipe du musée était sur place. Les os que Jesse Steele avait remontés appartiennent à un mammouth de Colombie juvénile. Et sous le jeune mammouth, dans les couches de sédiments que le chantier avait à peine effleurées, l'équipe du musée pouvait déjà voir que le site était quelque chose que l'Ouest américain n'avait jamais produit auparavant. Le Denver Museum of Nature and Science a envoyé sa première équipe scientifique au réservoir Ziegler en quelques jours après la découverte de Jesse Steele. La première fouille officielle a commencé le 2 novembre 2010. Ce que l'équipe a trouvé au cours de ces premières semaines a établi 2 choses en même temps. Le site était extraordinaire et le chrono tournait déjà. Le district de l'eau et de l'assainissement de Snowmass avait une obligation contractuelle. Un barrage de 10,5 millions de dollars devait être terminé à la mi-octobre 2011 et le réservoir qu'il allait remplir devait être mis en eau en novembre de la même année. Les fossiles ne se trouvaient pas sur un terrain de recherche privé, avec des horizons de temps indéfinis. Ils se trouvaient dans l'emprise d'un projet d'infrastructure hydraulique municipale, au service d'une communauté de stations de ski en pleine croissance. Chaque fossile qui ne serait pas retiré avant la fermeture du barrage serait scellé sous l'eau pour toujours. Le musée et le district ont conclu un accord. La fouille avancerait en parallèle avec la construction, les 2 opérations partageant le même site, le paléontologue travaillant à côté des bulldozers. C'était un arrangement sans précédent en paléontologie américaine à cette échelle. La fouille de l'automne 2010 a duré 2 semaines.
Le site a ensuite fermé pendant 5 mois pour l'hiver. Les conditions, à 2705 mètres, rendaient tout travail de terrain prolongé impossible. Il a rouvert le 15 mai 2011. Ce qui a suivi au cours des 7 semaines suivantes, du 15 mai au 4 juillet, est devenu l'une des plus vastes et plus rapides opérations de fouilles paléontologiques jamais menées en Amérique du Nord. Le Denver Museum of Nature and Science a coordonné des scientifiques et des bénévoles d'au moins 19 institutions. Plus de 380 personnes ont participé à la fouille sur toute sa durée. Ils ont pelleté à la main plus de 7 milliards cubes de sédiments, soit environ 5300 mètres cubes. Des bénévoles surnommés les Blade Runners marchaient à côté de bulldozers en marche, surveillant la terre fraîchement remuée pour le moindre signe de matériel fossile et faisant signe aux opérateurs de s'arrêter quand quelque chose apparaissait. L'ensemble du projet Snowmastodon, depuis le premier os de Jesse Steele jusqu'au retrait final du matériel de l'emprise du barrage, a coûté environ $1 million, la moitié couverte par des subventions et des dons au musée, le reste par des collectes de fonds supplémentaires. Jeffrey Pigatti, géologue de recherche à l'US Geological Survey et co-directeur de la fouille, est arrivé à Snowmass dans les 2 semaines suivant la découverte initiale. Il a décrit plus tard sa réaction en termes précis. Il lui a fallu environ 5 secondes pour déterminer que ce qu'il voyait était sans précédent. Ce qui l'a frappé en premier n'était pas les os, bien que les os fussent extraordinaires, mais la préservation du sédiment organique qui les entourait. Des feuilles étaient encore vertes après plus de 100 000 ans d'enfouissement. Des mollusques conservaient leur couleur. Des élytres de coléoptères étaient encore iridescents. Des cônes de conifères fossiles étaient structurellement intacts. Une section entière de rives lacustres anciennes avait préservé sur place une bande de 20 mètres de rondins de bois flottés. Le sédiment du lac avait agi comme un joint anaérobie quasi parfait, coupant l'oxygène et ralentissant la décomposition à un rythme qui laissait la matière organique dans un état pour lequel les protocoles de terrain standard n'étaient pas conçus. Kirk Johnson, alors conservateur en chef du Denver Museum of Nature and Science et co-directeur du projet Snowmastodon, a qualifié la vitesse de l'opération d'inhabituelle dans le rythme normal de la science. Dans une déclaration au New York Times à l'époque, il a déclaré que passer de la découverte à l'achèvement de l'une des plus vastes fouilles jamais menées en moins d'1 an n'était simplement pas la façon dont la paléontologie fonctionnait. Et pourtant, c'était ce que le site exigeait. Ian Miller, directeur des sciences de la Terre au musée et paléobotaniste du projet, a coordonné la collecte de la flore en même temps que celle de la mégafaune. La récupération totale à l'issue de 69 jours de travail, répartis sur les 2 saisons, a livré plus de 5000 gros os et plus de 22 000 petits os, représentant environ 50 espèces de vertébrés différentes, plus de 100 espèces d'invertébrés fossiles, plus de 100 espèces de plantes fossiles, la plus grande collection sur un seul site de matériel de mastodonte américain jamais rassemblé en un lieu, avec plus de 3000 os individuels représentant au moins 35 individus des 2 sexes et d'âges variés, des veaux aux adultes entièrement matures. Avant Snowmass, l'ensemble de l'État du Colorado n'avait produit que 3 spécimens de mastodontes au total. Le seul bassin du réservoir Ziegler en contenait plus de 10 fois ce nombre. Le plus grand mastodonte récupéré a été surnommé Portaloo par l'équipe de fouilles en référence aux toilettes portables sous lesquelles ces os ont été découverts. C'est le plus grand individu de mastodonte américain jamais documenté. À côté des mastodontes, l'équipe a récupéré du matériel provenant de 4 mammouths de Colombie, de paresseux terrestres géants, de chameaux de l'âge glaciaire, de chevaux, d'un spécimen de bison presque 2 fois plus gros que les bisons modernes, d'ours noirs, de coyotes, de mouflons d'Amérique, de loutres, de rats musqués, de visons, de castors, de salamandres, de grenouilles, de lézards, de serpents, de poissons et d'oiseaux. Les scientifiques ont aussi identifié un squelette de cerf datant d'environ 70 000 ans, qui était à peu près 10% plus grand que toute espèce de cerf moderne et présentait une disposition dentaire différente, une différence morphologique suffisante pour justifier une classification en tant qu'espèce potentiellement nouvelle. Le 4 juillet 2011, la construction du barrage a suivi son calendrier. En novembre, le réservoir était plein. Le site était sous l'eau. Ce qui s'y trouvait depuis 140 000 ans a été scellé à nouveau, cette fois par une infrastructure plutôt que par des sédiments, et cette fois pour de bon. La plupart des sites fossilifères capturent un instant. Un animal marche dans une fosse de goudron, une berge s'effondre, une crue éclair dépose du matériel dans un chenal, et ce qui survit est une coupe transversale d'un événement unique ou au mieux d'une fenêtre étroite de quelques siècles.
Le défi scientifique consiste ensuite à extrapoler vers l'extérieur, depuis cet instant figé, vers le monde plus large qui l'entourait. Le site fossilifère du réservoir de Ziegler ne fonctionnait pas ainsi. Ce que l'ancien lac de Snowmass a préservé n'était pas un instant. C'était une séquence, quasi continue, stratifiée, chronologiquement ordonnée, et couvrant environ 85 000 ans de temps écologique. Les couches de sédiments se lisent comme un journal de bord. Chacune enregistre un ensemble précis de conditions. Quelles plantes poussaient autour du lac, quels insectes étaient présents, quels animaux venaient boire dans l'eau, et ce que le climat faisait à cette altitude pendant que tout cela se déroulait. L'enregistrement sédimentaire du réservoir Ziegler couvre l'intervalle d'environ 140 000 à environ 55 000 ans avant aujourd'hui, englobant la fin du stade isotopique marin 6, l'ensemble du stade isotopique marin 5, qui inclut la dernière période interglaciaire, et se prolongeant dans les stades 4 et le début du 3. Avant que ce site existe comme ressource scientifique connue, il n'existait nulle part dans la littérature d'enregistrement terrestre bien datée, de haute altitude et à multiproxy des écosystèmes nord-américains durant le stade isotopique marin 5. Les environnements alpins durant le dernier interglaciaire étaient, au sens strict, non documentés. Ce que les chercheurs comprenaient de cette période venait de carottes océaniques profondes, de carottes de glace et d'une dispersion de sites de basse altitude qui ne pouvaient rien dire de ce qui se passait spécifiquement dans les écosystèmes de montagne. Les sédiments du réservoir Ziegler ont changé cela. Le simple enregistrement polynique a livré une histoire détaillée de la végétation de la crête au-dessus du village de Snowmass sur l'ensemble de l'intervalle. Durant le pic de chaleur du stade isotopique marin 5e, la phase la plus chaude du dernier interglaciaire, environ 130 000 à 120 000 ans avant aujourd'hui, lorsque les températures mondiales et le niveau des mers étaient plus élevés qu'à présent. La séquence polynique montre une transition rapide depuis les conditions alpines ouvertes vers la forêt. L'épicéa, Picea, figurait parmi les premiers à s'étendre, suivi par le pin et le sapin de Douglas. Le pollen de chêne est apparu, indiquant que les conditions de réchauffement à cette altitude étaient suffisantes pour soutenir des arbres à feuilles larges à des altitudes où seuls des conifères poussent aujourd'hui. À mesure que le stade isotopique marin 5 progressait à travers ses sous-stades plus froids, en particulier le 5B, l'enregistrement polynique montre la forêt qui se retire et la steppe à armoise qui se réinstalle autour du lac. Au moment où le stade isotopique marin 4 a ramené les conditions glaciaires, la végétation était revenue à la toundra alpine. La séquence d'expansion et de contraction répétée sur des dizaines de milliers d'années, documentée dans le dépôt de pollen grain par grain dans les sédiments lacustres, constitue l'enregistrement le plus détaillé, jamais assemblé pour la région des Rocheuses, de la réponse de la végétation de haute altitude au changement climatique interglaciaire. La faune enfouie dans ces mêmes couches ne s'est pas comportée comme un assemblage unique et uniforme. C'est l'un des aspects de l'enregistrement du réservoir Ziegler qui remettent le plus directement en cause les hypothèses antérieures sur la façon dont la mégafaune était distribuée en haute altitude durant le Pléistocène. Le matériel de mastodontes, plus de 3000 os individuels provenant d'au moins 35 individus, était concentré dans les couches plus anciennes et plus profondes, correspondant aux phases plus chaudes du stade isotopique marin 5 et à la période qui les précédait immédiatement, lorsque l'enregistrement de la végétation indiquait la présence d'un couvert forestier autour du lac. Les mastodontes étaient des brouteurs. La morphologie de leurs molaires, dents à couronne basse avec des cuspides coniques adaptés au traitement de la végétation ligneuse, des feuilles et des arbustes, n'est pas la morphologie d'un animal de prairie ouverte. Les trouver dans les couches stratigraphiques associées au pollen de forêt n'est pas une coïncidence. C'est une corrélation que le site rend visible à travers plusieurs lignes de preuves indépendantes en même temps. Le matériel de mammouth de Colombie raconte une histoire différente, issue d'une autre couche. Les os de mammouth, au réservoir Ziegler, étaient concentrés dans des sédiments datés d'environ 80 000 à 55 000 ans avant aujourd'hui, c'est-à-dire la période après le passage de la chaleur du dernier interglaciaire où l'enregistrement de la végétation montre la réexpansion de conditions plus ouvertes, herbeuses et plus fraîches. Les mammouths étaient des paisseurs, avec des molaires plates et ridées, adaptés au traitement des graminées et de la végétation herbacée. Leur position stratigraphique sur le site, au-dessus des mastodontes, dans les couches associées au pollen de milieux ouverts, projette leur présence directement sur les conditions écologiques dont ils avaient besoin. Entre les deux groupes, dans les couches correspondantes à la phase la plus froide du stade isotopique marin 5B, il y a un vide, presque rien.
Ni brouteur, ni paisseur. Le pollen dit que la végétation autour du lac était alors une steppe froide à armoise, et l'enregistrement fossile le confirme. Les animaux qui avaient besoin de la forêt étaient partis, et les animaux qui avaient besoin de la prairie ouverte n'étaient pas encore arrivés en force. Le lac a enregistré la transition à la fois dans la chimie de ses sédiments et dans ses eaux. R. Scott Anderson, paléoécologue au Colorado Plateau Museum of Natural History, à l'Université Northern Arizona, a dirigé l'analyse de l'enregistrement pollinique et de l'histoire des feux à partir des sédiments du réservoir Ziegler, publié dans le volume spécial de Quaternary Research en 2014. Son analyse a identifié le feu comme un élément récurrent de l'écosystème sur l'intervalle, avec une déposition de charbon dans le sédiment lacustre, en corrélation avec des états de végétation spécifiques. Brûlage élevé durant les phases de forêt de pin du stade isotopique marin 5E. Brûlage élevé associé au sapin blanc durant le stade isotopique marin 5C et à l'épicéa durant le stade isotopique marin 5A. Mais brûlage minimal durant la phase froide de steppe à armoise du stade isotopique marin 5B. La fréquence des feux à haute altitude n'était pas aléatoire. Elle suivait la végétation, qui suivait le climat, que le sédiment du lac enregistrait dans des couches suffisamment fines pour être lu à la résolution du siècle. Ce niveau de précision temporelle à cette altitude, couvrant cet intervalle de temps, n'avait pas de précédent dans l'enregistrement quaternaire nord-américain avant Snowmass. Ce que le site a établi, sur l'ensemble de sa séquence stratigraphique, n'était pas simplement que de grands animaux avaient autrefois vécu en haute altitude dans les monts Rocheuses. C'était déjà plausible. Ce qu'il a établi, c'est que la composition spécifique de ces communautés animales, quelles espèces étaient présentes en quels effectifs, durant quelle phase, était une fonction directe du changement de végétation induit par le climat. Quand il faisait assez chaud pour la forêt, les brouteurs étaient là. Quand cela s'ouvrait en prairie, l'épaisseur arrivait. Quand ce n'était ni l'un ni l'autre, il y avait un vide. Le lac avait enregistré cette relation année après année pendant 85 000 ans. Personne ne savait qu'il était là. Parmi les 18 défenses de mastodontes récupérées au réservoir Ziegler, plusieurs sont arrivées au laboratoire de Daniel Fisher, professeur de paléontologie à l'Université du Michigan et directeur de l'University of Michigan Museum of Paleontology. Fisher avait passé des décennies à mettre au point des méthodes pour lire la structure interne des défenses de proboscidiens, des techniques qu'il avait appliquées à des mastodontes et des mammouths dans la région des Grands Lacs, en Sibérie, et sur des sites à travers l'Amérique du Nord. Le principe sous-jacent à la méthode est simple. Les défenses poussent en continu tout au long de la vie d'un animal, déposant de fines couches de dentine qui enregistrent les variations saisonnières du taux de croissance, du régime alimentaire et du stress physiologique. Couper une défense le long de son grand axe et examiner la coupe transversale sous magnification révèle ces couches comme des bandes alternées sombres et claires. Des incréments annuels qu'on peut compter, mesurer et analyser chimiquement de la même manière qu'un dendrochronologue lit les cernes des arbres. Chaque bande porte l'information sur l'année qu'elle représente, la vitesse à laquelle l'animal grandissait, la présence d'un stress nutritionnel, le moment du calendrier où l'animal atteignait sa maturité biologique. Les défenses de Snowmass étaient inhabituelles sur un point précis. Fisher et ses collègues se sont concentrés sur le matériel de mastodontes daté de l'intervalle entre environ 140 000 et 100 000 ans avant aujourd'hui, la période qui, comme les enregistrements polliniques et phoniques l'ont établi, englobait un épisode majeur de transition climatique depuis la chaleur du dernier interglaciaire jusqu'au début du refroidissement glaciaire suivant. L'attente raisonnable, étant donné l'ampleur de ce changement climatique, était que l'enregistrement de croissance des défenses reflèterait un stress environnemental, des bandes rétrécies à mesure que les conditions se dégradaient, des rythmes saisonniers perturbés, des signes de pression nutritionnelle durant les sous-stades plus froids. Ce que l'analyse a trouvé à la place, c'est que les taux de croissance sont restés essentiellement stables sur l'ensemble de l'intervalle. Les mastodontes de Snowmass avaient, dans le langage de la recherche, fait face. Ils avaient persisté à travers toute la gamme de variations climatiques documentées dans les sédiments du lac autour d'eux, maintenant des taux de croissance réguliers depuis les phases les plus chaudes du stade isotopique marin 5E jusqu'à la transition vers des conditions plus froides, sans le type de perturbation physiologique qui aurait été attendu chez un animal poussé vers les limites de sa tolérance écologique. Ian Miller, résumant les données de défense aux côtés des résultats plus larges du site, a noté que les mastodontes avaient simplement continué, se portant aussi bien à la fin de la séquence qu'au début, malgré un changement substantiel du climat autour d'eux.
L'implication n'était pas que le changement climatique était sans pertinence pour la survie des proboscidiens. C'était que le changement climatique particulier documenté à Snowmass sur l'intervalle de temps représenté se situait dans la gamme que ces animaux pouvaient supporter sans coût physiologique mesurable. Cette constatation avait une pertinence directe pour le débat scientifique en cours sur ce qui a fini par éliminer la mégafaune nord-américaine. Un débat auquel le site Snowmastodon a apporté des données sans le résoudre. Le site a aussi produit un ensemble d'observations que les équipes de fouilles n'ont pas pu résoudre avant la fermeture du barrage. La couverture de l'Aspen Times sur une conférence scientifique de 2013, durant laquelle des chercheurs du projet Snowmastodon ont présenté des résultats émergents, a enregistré que les scientistes étaient activement perplexes face au placement de pierres en association avec du matériel squelettique de mammouth à un niveau stratigraphique correspondant à une date située entre 40 000 et 70 000 ans avant aujourd'hui. Les placements de pierres n'étaient pas facilement explicables par des processus naturels. À côté de cela, les chercheurs avaient identifié un os portant des incisions parallèles, un motif de marque qui a suscité un désaccord parmi les spécialistes qui l'ont examiné. Daniel Fisher, qui figurait parmi ceux consultés, a déclaré directement qu'il n'existait à cette époque aucune explication de ce que ces incisions représentaient. Une interprétation était cohérente avec des processus naturels, pression des sédiments, intrusion racinaire, rongement par un animal, et une autre n'était pas exclue. Les éclats de pierre récupérés sur le site présentaient un problème interprétatif similaire. Leur présence était cohérente avec une fracturation naturelle de la roche et aussi cohérente avec un débitage intentionnel. Aucune des deux conclusions ne pouvait être établie à partir des seules preuves disponibles. Ce que cette ambiguïté signifiait en termes pratiques était significatif. Le consensus archéologique accepté situe l'arrivée des humains dans les Amériques à environ 15 000 à 16 000 ans avant aujourd'hui, au plus tôt, avec quelques sites contestés repoussant cette date vers 25 000 à 30 000 ans. Une date de 40 000 à 70 000 ans pour une preuve de présence humaine à Snowmass aurait été extraordinaire, largement en dehors de tout cadre accepté. Les incisions parallèles et les éclats de pierre n'étaient pas suffisants à eux seuls pour étayer cette conclusion. La déclaration publique de Fisher était précise dans sa prudence. Il n'a pas affirmé d'activité humaine. Il a déclaré que les preuves n'avaient pas d'explication satisfaisante. C'est une affirmation différente, et c'est celle que les données soutenaient. Avec le site désormais submergé en permanence sous le réservoir Ziegler élargi, la question de ce que ces marques représentent et de ce que les placements de pierres signifient ne peut pas être revisitée. Les couches de sédiments qui les contenaient sont scellées sous une eau qui ne sera pas retirée. Toute preuve supplémentaire qui aurait pu être récupérée avec plus de temps ou avec des méthodes différentes ou avec une deuxième saison de fouilles n'est plus accessible. Le projet Snowmastodon s'est conclu avec la publication de son volume spécial dans Quaternary Research en novembre 2014. 14 articles par 47 auteurs, issus d'institutions à travers les États-Unis et l'étranger, couvrant collectivement la stratigraphie, la géochronologie, la paléobotanique, la paléoentomologie, la paléontologie des vertébrés, l'histologie des défenses, la reconstitution du paléoclimat et l'histoire des feux. Kirk Johnson, entre-temps nommé directeur du Smithsonian National Museum of Natural History, a décrit l'ensemble des résultats comme une nouvelle référence pour comprendre le changement climatique dans l'Ouest américain. Jeffrey Pigatti, de l'USGS, a noté que ce que le site a produit, un enregistrement de 85 000 ans reliant végétation, faune, insectes, climat et feu à haute altitude dans les monts Rocheuses, représentait pour tout scientifique individuel une découverte unique dans une carrière par la qualité et la complétude du matériel. Les fossiles récupérés sont conservés et étudiés au Denver Museum of Nature and Science. Le Ice Age Discovery Center, au Snowmass Village Mall, expose des matériels du projet. Le site lui-même est un réservoir. L'eau qu'il contient reflète les pistes de ski au-dessus et garde quelque part sous sa surface tout ce qui n'a pas été atteint en 69 jours.